Yannick Mireur, bonjour. Bonjour. Depuis le début de la guerre à Gaza, de nombreuses manifestations ont éclaté aux États-Unis. Les jeunes générations, notamment, accusent le président américain de complicité avec les bombardements israéliens sur l'enclave. D'abord, est-ce que ces mobilisations ont toujours existé aux États-Unis depuis le début du conflit israélo-palestinien? Et en tout cas, qu'est-ce qui change aujourd'hui et qui manifeste? Je ne suis pas sûr qu'on ait vu des manifestations de grande ampleur, à peu près dans tout le pays, même s'il y en a beaucoup aux États-Unis, sur ce conflit-là en particulier, dans la mesure où il dure depuis 70 ou 80 ans maintenant, et qu'il y a évidemment un changement générationnel, vous y avez fait allusion, dans la population américaine, ce qui semblait, on va dire, relativement naturel, à savoir au sortir de la guerre, les décennies après la guerre, la création d'un État juif, depuis l'existence et la façon dont cet État s'est développé et la façon dont le conflit avec les Palestiniens s'est développé depuis, a amené d'autres perspectives, on va dire, sur cette longue et tragique histoire israélo-palestinienne depuis la création de l'État d'Israël. Donc évidemment qu'aujourd'hui, les choses prennent une tournure différente d'il y a quelques décennies. L'État d'Israël est un État moderne, avancé, surarmé, largement financé par le contribuable américain qui ne le sait pas en général d'ailleurs, face à des populations qui sont, on va dire, dans un mode de sous-développement qui n'a pas extraordinairement évolué depuis la création de l'État d'Israël en 1948 et depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors évidemment, tout ça, ça fait un contexte, une toile de fond tout à fait différente, et l'on comprend évidemment que la lecture des événements par l'opinion publique américaine, ou une partie d'entre elles en tous les cas, en particulier les jeunes générations, soit différente de celle de leurs aînés. Plus de 400 responsables américains ont signé une lettre pour critiquer la politique de soutien des États-Unis à Israël. Ils représentent une quarantaine d'agences gouvernementales. Comment on peut expliquer cette dissidence croissante envers l'administration Biden? En vérité, elle s'exprime peut-être plus ouvertement aujourd'hui compte tenu de la gravité des faits, mais elle a toujours existé. J'ai toujours constaté un grand décalage entre les conversations privées qu'on pouvait avoir avec des responsables, des fonctionnaires américains, notamment de la diplomatie américaine, et le discours public. Il s'est installé dans le cadre de sortir de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre froide, la volonté américaine de soutenir la création de l'État d'Israël, par affinité culturelle, compte tenu de ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, et par intérêt stratégique. Donc c'est cet intérêt stratégique qui a prévalu. Sauf qu'évidemment, les conditions dans lesquelles, on a dit tout à l'heure, l'État d'Israël s'est développé, et l'état de conflit permanent, et en même temps de supériorité militaire construite par l'État d'Israël de son côté, a mené à une non-résolution du conflit qui ne fait que s'éterniser. Et donc c'est cette évolution-là, disons, qui amène un véritable hiatus entre ce que pense une grande partie, et à mon avis une partie majoritaire de l'appareil public, de la fonction publique américaine, notamment celle qui doit traiter des affaires internationales, et le monde politique. Je pense que c'est là qu'il y a une césure. On a vu que en deux reprises, deux administrations, une républicaine et une démocrate, ont voulu taper du poing sur la table et adopter plutôt d'ailleurs le point de vue majoritaire, assez peu exprimé, qui est plus exprimé aujourd'hui, sur ce conflit. Ce fut l'épisode de George Bush senior avec son secrétaire d'État Jim Baker, et puis M. Obama, qui s'est exprimé très clairement comme président. N'oubliez pas que M. Biden était son vice-président, sur l'arrêt de la colonisation, c'est-à-dire du grignotage, de la politique fait accomplie, de grignotage petit à petit dans les terres palestiniennes en violation complète des résolutions des Nations Unies et du droit international. Étant donné que ceci n'a pas changé, n'a jamais changé, alors vous avez effectivement des expressions publiques plus fortes de la part de fonctionnaires américains, ou ce qui est plus récent et ce qui est plus lié au Parti démocrate qu'au Parti républicain, très récemment aussi, plusieurs centaines de fonctionnaires et de personnels assistants parlementaires travaillant au Congrès qui eux aussi se sont exprimés sur les excès des représailles israéliennes sur la bande de Gaza. Et à ce sujet, est-ce qu'il y a un risque pour Joe Biden de perdre des soutiens dans l'élection présidentielle 2024?
C'est difficile à dire parce que, paradoxalement, les administrations républicaines, en particulier depuis les années 2000, avec le mouvement des néoconservateurs sur George W. Bush, George Bush fils, qui avait justifié, entraîné la guerre de choix, et non pas la guerre contrainte, si je puis dire, en Irak, avec son désastre en termes de prix humain pour ce qui est des Irakiens. Depuis cette époque-là, depuis cette évolution-là du Parti républicain jusqu'à aujourd'hui avec Donald Trump, dont n'oubliez pas que le gendre fait partie de la communauté juive américaine, Kushner, eh bien, le Parti républicain fait preuve d'un soutien plus inconditionnel vis-à-vis d'Israël que dans les rangs démocrates. On pourrait penser que les voix de l'électorat juif américain pourraient être portées sur le Parti républicain, mais il y a d'autres éléments quand même qui entrent en compte. C'est un vieux sujet avec des choix culturels, des choix sociaux, d'équilibre entre l'État et le marché qui sont aussi à prendre en compte. Et il s'est révélé dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, en tous les cas, que malgré le soutien indéfectible, notamment des républicains, c'est vrai aussi des démocrates, mais notamment des républicains, absence de critique au fond, du côté républicain depuis une vingtaine d'années, n'a jamais entamé le solide bloc pro-démocrate de l'électorat juif aux États-Unis. Est-ce que cela va changer pour 2024 ? Je ne le crois pas vraiment. Mais évidemment, ça reste à voir. Et la guerre a aussi provoqué des scissions dans les grands campus entre les pro-Israël et les pro-Palestine. Près de 100 responsables des plus grandes universités américaines comme Harvard, Yale ou encore Columbia doivent se réunir cette semaine pour évoquer ces tensions. Pourquoi il y a autant de polarisation dans les universités américaines à propos de ce qui se passe à Gaza, selon vous ? Bien parce que dans les universités aux États-Unis, comme dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, on va dire que la tendance, je schématise, est plutôt aux idéaux que l'on associe plus souvent à la gauche, en particulier en termes de paix, de coopération internationale, de droits des minorités, de droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, contre la réelle politique et le recours à la force, au fond, qui sont plus associés à la droite, beaucoup moins aux milieux intellectuels et universitaires. Donc c'est un grand classique. Que cela devienne beaucoup plus polarisé aujourd'hui, je pense que cela ressort du fait de ce que vous avez mentionné d'une part, à savoir l'arrivée d'une nouvelle génération plus sensible à un certain nombre d'enjeux plutôt humanitaires dans lesquels j'inclus la condition animale et le droit des minorités, le respect des minorités, qui vous savez est très actif aujourd'hui, sans verser dans le wokisme de la cancel culture, mais qui est plus marqué aujourd'hui. Puis d'autre part, la réalité, si vous voulez, du déséquilibre militaire sur le terrain. Et c'est peut-être là d'ailleurs que le Hamas a bien joué ou a bien rempli ses objectifs, qui étaient d'entraîner Israël dans un piège de représailles massives, connaissant, si je puis dire, l'ADN des dirigeants israéliens du moment, en particulier ceux du Likoud, qui ne se réfrènent pas du tout, malgré d'ailleurs les exhortations non seulement des États-Unis, mais aussi d'autres pays dits démocratiques, puisqu'il y a souvent une confusion faite entre la démocratie israélienne et la démocratie occidentale, ce qui est évidemment largement discutable compte tenu des grandes spécificités du système politique et de la société en Israël. Récemment, Washington tente de faire pression sur Israël en multipliant les appels à la retenue dans les bombardements, surtout contre des infrastructures civiles. Est-ce que les États-Unis ont toujours la même influence auprès de Benjamin Netanyahou pour au moins envisager des pauses humanitaires ? Je crois que ça fait longtemps que les États-Unis, autoproclamés ou acceptés par consensus occidental comme peace broker, c'est-à-dire négociateurs en chef entre les parties, sont largement, du fait de la situation politique intérieure, du côté des gouvernements israéliens. Quand je fais référence à la politique intérieure américaine, je veux dire le travail extraordinairement efficace depuis une trentaine d'années mené par l'AIPAC, le lobby pro-israélien, au Congrès, qui conditionne un petit peu la lecture des événements et fait appel aussi à des dimensions plus religieuses, notamment liées à l'Ancien Testament et les liens entre l'Église réformée américaine et le messianisme qui y est associé. Donc cette dimension culturelle et religieuse est très importante à prendre en compte, notamment par rapport à la droite chrétienne américaine. Donc il y a là une espèce de loquet, si vous voulez, politique interne qui fait que les États-Unis n'ont en réalité jamais été bien efficaces. Cela n'a jamais abouti à la création d'un État palestinien. Et aujourd'hui, plus inefficace que jamais, on vient de le voir avec les exhortations du président américain et de son secrétaire d'État, qui ne sont absolument pas entendues par les dirigeants israéliens qui s'en moquent ouvertement. Donc pour vous, c'est plus une question d'efficacité que de volonté politique ?
Non, il y a une question de volonté politique, il y a là aussi un hiatus, on le sent, notamment avec M. Biden, qui est un homme politique qui a une grande expérience des affaires internationales. S'il peut avoir d'autres faiblesses, il a en tout cas cette grande expérience au Congrès, au Sénat en l'occurrence, qui pèse beaucoup plus que la Chambre des représentants sur le long terme sur la politique étrangère américaine, et aussi comme vice-président de M. Obama, et maintenant comme président, et avec autour de lui des gens qui sont aussi expérimentés comme M. Blinken ou M. Kerry. On sent quand même un décalage entre leur position officielle et les messages, parfois subliminaux, qu'ils essaient de faire passer, et parfois un peu moins subliminaux, comme ceux que vous avez évoqués, à savoir la demande de pause pour des raisons humanitaires et une certaine retenue dans les représailles par rapport aux inévitables dommages, si on peut les appeler comme cela, infligés en masse aux civils palestiniens. On voit bien que la volonté politique reste quand même assez faible. C'est inefficace parce que la volonté politique est faible. C'est dans ce sens-là, dans cet ordre-là, que ça s'analyse, me semble-t-il. Merci beaucoup Yannick Mireur d'avoir été avec nous sur Média. Merci à vous. Au revoir, très bonne journée. Au revoir.